sommes à Brie-sur-Marne, près de Paris. Nous allons faire une exception à Une beauté nouvelle, à la Belleza de Pensar. Dans cette émission, on a fait des interviews à des poètes, des philosophes, des scientifiques. Et on va faire une interview à un lecteur, mais à un grand lecteur. Charles Baudelaire, au début des Fleurs du Mal, justement dans le poème Au lecteur, il l'interpelle à la fin du poème et lui dit « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». J'ai toujours aimé cette expression de présenter le lecteur comme un hypocrite, semblable et frère. Il y a eu un journaliste qui a compris très bien cette idée de Baudelaire et qui a transformé tous les spectateurs en lecteurs et en hypocrites semblables en frères. C'est un don, c'est vraiment un don de faire ça, c'est pas facile. Normalement, les intellectuels sont enfermés dans ces cercles, ces académies, et se distancient des lecteurs. Mais durant plus de 20 années, peut-être plus, dans une émission qui a été Légende apostrophe, il a réalisé l'idée, le songe de Baudelaire, transformer le lecteur en un semblable. Apostrophe, le voilà. Jonglant avec les mots, les calembours, les quiproquos verbaux, les sites de vous, Raymond DeVos. Très gentil. Voilà. Alors donc, je disais que votre place était donc tout à fait méritée ici, même si vous n'avez pas écrit de livre, et je le regrette, bien entendu. Et alors, vous, bien entendu, vous pourrez parler quand vous voudrez. Hein. Oui, mais avec plaisir, Chancel. Ça vous ennuie pas que je vous appelle Chancel Pivot, parce que j'ai tellement l'habitude, j'ai pas l'habitude de dire Pivot. Mais alors j'ai cher Bedos, buté. comme vous voulez. Bon, c'est bien. Je vous remercie. Oui, alors je vous signale tout de suite Pivot, quand même, je vais quand même le dire, parce que quand même, hein, chacun son mérite. Avec nous, ici, à Brie-sur-Marne, en France, à Paris, Bernard Pivot. Bernard Pivot, merci beaucoup d'être ici dans cette émission. Je suis très honoré, merci. Qu'est-ce que vous sentez quand vous regardez cette image de cette émission? À la fois de la nostalgie et en même temps du plaisir. C'est un travail que j'ai fait j'ai fait une émission littéraire pendant 28 ans. C'est beaucoup, c'est peut-être trop même. Et donc quand je revois ces images, d'abord je me vois vieillir, je me vois mes cheveux blanchir peu à peu, je vois les écrivains que j'ai invités vieillir aussi. Donc c'est toute une histoire à la fois de la littérature, des livres, de l'édition et de la télévision qui se déroule comme ça. Mais c'est comme le vin, ça vieillit bien. Oui, ça vieillit. Pas toujours, non, pas toujours. Tous les vins ne vieillissent pas bien. Ah, et donc toutes les émissions n'ont pas bien vieilli. Certaines tiennent le coup. Quelles émissions vieillissent bien, selon vous? Alors, je pense qu'il y a d'abord les tête-à-tête qui vieillissent très bien. Et puis, il y a des écrivains dont la pensée, à un certain moment, n'était pas figée. Au contraire, elle était pleine de dynamisme. Elle a été confortée par l'avenir. Donc ces gens qui savent dépasser le moment, qui savent pas seulement partir à la recherche du temps perdu, mais aussi partir à la recherche du temps qui arrive, ceux-là tiennent le coup. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vers de Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère? Pour vous, le lecteur, c'était toujours un semblable? Oui, je pense. Oui, bien sûr, là vous avez parfaitement raison. Pour moi, le téléspectateur, c'était moi le premier. Je parlais au nom des téléspectateurs, je questionnais les écrivains en leur nom, j'étais à leur place. Et si je ne comprenais pas une réponse d'un écrivain, je lui demandais de préciser, parce que je me disais, si moi je ne comprends pas, alors que j'ai lu le livre, le téléspectateur doit encore moins comprendre. Donc je me mettais toujours à la place du téléspectateur. J'étais à la fois l'entremetteur, le passeur entre l'écrivain et le téléspectateur, mais j'étais quand même plus proche du téléspectateur que de l'écrivain. Vous avez peut-être défini comme un courriériste, même un promoteur. Oui, j'étais un courriériste, c'est-à-dire je fais ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire que là je suis un peu l'arroseur arrosé, le questionneur questionné, mais j'aimais beaucoup, oui effectivement, le courriériste c'est celui qui rapporte des informations, des commentaires, qui court la ville, alors, sauf que là moi je ne bougeais pas puisque je recevais dans mon studio, mais c'était ça, j'étais pas un critique, j'étais un courriériste. Hermès.
Oui, un peu Hermès, oui, oui. Parfois même un peu le soldat de marathon. Hermès, mais pas hermétique. Hein? Non, non, ah non, surtout pas. Oui. Non, surtout pas. Non, il s'agit d'être clair, d'être. Parfois, il y a eu des émissions un peu difficiles, hein, avec des intellectuels. Et moi-même, je souffrais beaucoup parfois à lire des ouvrages un peu ésotériques, mais il me semble que j'avais. Peut-être pas un don, mais j'avais cette qualité de pouvoir rendre sensible aux gens peut-être les choses un peu les plus compliquées et les plus difficiles, sans toutefois les ramener à un point de vulgarité, vulgariser sans être vulgaire. C'était un miracle de soutenir plus de... Apostrophe, c'était plus ou moins 15 ans. Oui. Ensuite, Bouillon de culture à partir de 1980. 10 ans. 10 ans. De soutenir une émission une fois la semaine sur des livres, sur la littérature, sur les idées, sur les émotions. Oui. C'est vraiment un luxe. Si on regarde dès maintenant, c'est un luxe presque impossible. Hein. Oui, parce que cette émission a correspondu à un moment de la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire une émission telle que je l'ai faite parce qu'elle passerait trop tard, parce qu'elle serait soumise à la loi impérieuse et parfois un peu fascisante de l'audimat, parce que les temps ont changé et que les téléspectateurs aujourd'hui n'ont plus la patience de regarder des écrivains s'exprimer pendant 1 heure. Et je suis très étonné et en même temps admiratif de voir que la télévision chilienne aujourd'hui fait une place à des entretiens comme vous les faites actuellement en France. Je suis plein d'admiration. Et malheureusement, aujourd'hui en France, on a un peu abandonné cette exigence, on a un peu abandonné cette volonté d'approfondir les choses, de donner la parole longuement aux gens. Aujourd'hui, la télévision est victime de la publicité. Alors, je ne parle pas seulement de l'audience, mais du rythme de la publicité. Oui, la publicité, il faut que ça aille vite, on découpe à toute allure. Ouais, c'est le vertige. Hein. C'est le vertige. Alors, la publicité a influencé le cinéma, notamment le cinéma des jeunes, et elle a influencé les émissions de télévision, où on ne peut pas rester plus de 15 secondes sur un visage, sur une expression. C'est le phénomène du zapping. Voilà, c'est zapping mental. Hein, il faut zapper. Les gens sont habitués au zapping. Il faut aller très très vite. Et au fond, aujourd'hui, les réalisateurs et les gens qui sont comme vous, c'est-à-dire les animateurs, zappent eux-mêmes pour que le téléspectateur ne zappe pas. Ouais. C'est effarant. C'est terrible. C'est terrible, c'est dur. Qu'est-ce qui a changé en France de 2001 à maintenant? C'est un déclin culturel? On peut parler d'un déclin ou non? Mais vous parlez de la télévision ou pas? La télévision et la culture, en général. Alors, il y a toujours beaucoup de culture à la télévision française. Il y en a beaucoup. Il y a d'abord la chaîne Arte avec l'Allemagne. Non, il y a beaucoup d'émissions culturelles. Malheureusement, elles passent à des heures qui souvent sont indues. Elles passent après 23 heures. Mais c'est vrai de tous les pays du monde. Alors, je ne connais pas la télévision chilienne, je le regrette. Mais c'est vrai partout. C'est vrai à la BBC, c'est vrai dans les télévisions allemandes, espagnoles. Et souvent même, c'est pire, bien pire qu'en France. Donc, il y a une volonté culturelle en France. Malheureusement, ces émissions culturelles ne s'adressent plus au plus grand nombre. Et la réussite d'Apostrophe, ça a été de passer à 21h30 à un moment où il y avait beaucoup de téléspectateurs disponibles devant leur poste. Et tout d'un coup, ils s'arrêtaient fascinés par la parole d'un écrivain. Et le lendemain, ils allaient en librairie acheter le livre de cet écrivain qui les avait interpellés. Qui était le protagoniste d'Apostrophe? C'était le téléspectateur, le livre, l'auteur, qui? Tout le monde. Tout le monde. Il ne peut pas y avoir. Il faut les écrivains, il faut des livres, il faut un animateur, il faut une chaîne de télévision, et il faut des téléspectateurs, et il faut des lecteurs. Il faut tout ça, sinon ça ne marche pas. Une télévision, une émission littéraire qui n'envoie pas le lendemain les téléspectateurs dans les librairies pour acheter des livres avec l'envie de les lire, elle ne sert à rien. Vous êtes un boulimique de la lecture? J'ai été un boulimique de la lecture. Je lisais entre 10 heures, 14 heures par jour. 10 heures par jour? Oui, bien sûr. C'était le prix qu'il fallait payer pour faire une véritable... véritable... Vous étiez un véritable moine de la lecture? J'étais un moine, oui. Et d'ailleurs, j'ai eu une vie de famille très perturbée par mon engagement dans cette... Je ne pouvais pas faire autrement. L'intérêt, c'est de prendre les livres, de faire ce que vous avez fait, de les annoter, de prendre des questions, de ne pas lire rapidement, d'être attentif. Vous voyez que le détail... Oui, mais c'était ce que je faisais moi aussi. Où est la couleur? Oui, c'était rose. C'est un hommage, hein? Oui, je vois. C'est exprès, c'est un hommage. J'admire. Comment vous travaillez? Quelle était votre méthode? 10 heures Oui, 14 heures parfois. Non,
Je n'avais pas de méthode, je prenais le livre, je lisais, j'annotais, je soulignais, et puis le vendredi, le jour de l'émission, qui avait toujours lieu en direct, je tenais beaucoup au direct, eh bien je reprenais les livres dont j'avais invité les auteurs et j'essayais de créer une dramaturgie entre ce qui avait une thématique, savoir ce que lui disait, ce que tel auteur disait de tel sujet, l'autre ce qu'il en parlait. Donc j'essayais de construire une émission qui parfois m'échappait d'ailleurs, parce que le direct, on ne peut jamais tout à fait le gouverner. Et puis parfois, au contraire, correspondait à tout à fait ce que j'avais imaginé. Et c'était un plaisir chaque vendredi de faire une émission qui était très différente de celle qui l'avait précédée et qui serait différente de celle qui allait suivre. Le plus important dans votre métier, c'était l'instinct peut-être, non? Plus que la préparation, l'instinct. Ah si, la préparation était très importante. La sueur aussi. Ah oui, le travail, lire, se rapporter à ce que les écrivains avaient écrit. Et alors, j'avais un avantage sur eux. C'est que les écrivains, ils ont écrit un livre, et puis un jour, ils se sont arrêtés, et puis ils ont remis le manuscrit à leur éditeur, et il a fallu l'imprimer, ça a pris du temps. Et souvent, ils ont commencé un autre livre. Et moi, au contraire, je venais de lire leur livre. Et souvent, ils avaient un peu oublié ce qu'ils avaient écrit. Ils avaient oublié. Vous saviez plus que l'auteur. Voilà, et je leur disais, mais attendez, mais pas du tout. Vous n'avez pas écrit ça. Regardez ce que vous avez écrit. Elle dit, ah oui, c'est moi, j'avais un peu oublié. Et c'est ça l'intérêt. Comment, parce que vous aimez lire, d'où vous vient l'amour de lire, le plaisir de la lecture ou la passion de lire? On dit en français qu'on apprend à marcher en marchant. Eh bien, je veux dire que j'ai appris à aimer lire en lisant. Je n'étais pas particulièrement destiné à être un journaliste littéraire, c'est le hasard qui m'y a conduit. C'est le hasard, hein? C'est le hasard. Je suis entré dans un journal littéraire, le Figaro littéraire, par hasard, j'aurais pu aller ailleurs. Et au moment où... Et je veux dire, j'ai pris conscience à ce moment-là de la chance qui allait être la mienne, mais j'étais d'écrire sur les livres. Je ne savais pas que j'allais faire une émission sur les... Mais écrire sur les livres m'a paru un destin favorable, un destin enviable. Et je me suis dit, Bernard, prends ta chance. C'est formidable d'écrire sur les livres, d'être à son bureau, de lire, puis après d'écrire des papiers, d'aller interroger les écrivains. C'est merveilleux. Et ce n'est que 15 ans après qu'on m'a proposé de faire une émission littéraire. Mais c'est le hasard. Et plus je lisais, plus je prenais goût à la lecture. Quelle est votre école du point de vue du journaliste? Où vous avez appris le métier, l'art de l'interview, l'art du journalisme? J'ai fait une école de journaliste professionnelle, mais ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend... et puis on n'interviewe pas tous les gens de la même façon, on n'interviewe pas un écrivain secret, comme on interviewe un écrivain best-seller. On n'interviewe pas un académicien comme on interviewe un jeune écrivain qui piaffe d'insolence. Chaque interviewé a un rythme. Voilà, il y a un rythme, il y a une manière, il y a un ton, il y a une musique. Vous avez même un ton, un rythme qui est seulement de pivot. C'est impossible d'imiter. Vous étiez très dynamique, très... j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire hyperkinétique, on dit. Non, je ne sais pas, c'est mon tempérament. C'est comme ça quand je suis un peu dans la vie, je crois que souvent les gens me disaient, mais vous êtes dans la vie tel que vous êtes à la télévision. Et c'était pour moi le plus beau des compliments. Oui, je n'étais pas un comédien, je n'étais pas celui qui se faisait un visage, qui se donnait une attitude. J'étais celui qu'il était dans toutes les journées de la vie. Est-ce qu'on peut mentir à la télévision? C'est-à-dire faire la comédie, inventer un autre qui n'est pas le même? Non, c'est impossible. Sauf si vous êtes un très grand comédien. Si vous êtes un grand comédien, alors là, c'est extraordinaire. Mais la plupart des écrivains que j'ai invités, ou moi-même, on ne peut pas s'amuser à jouer un rôle pendant si longtemps. Au bout d'un moment, le naturel revient au galop, comme on dit en France, et votre masque craque. La télévision est implacable. Implacable. Ceux qui, à la télévision, les écrivains qui ont voulu jouer, feinter, qui ont voulu tromper le téléspectateur, au bout d'un moment, on les voit bien, ils se délitent, ils se fendillent, ils ne sont plus tout à fait ce qu'ils auraient dû être. Non, c'est impossible. Est-ce qu'il y a des écrivains, peut-être qui sont des bons écrivains, mais qui, arrivés à la télévision, ça ne fonctionne pas? Des écrivains plus médiatiques ou non médiatiques? Bien sûr. C'est une grande injustice de la vie. Bien entendu, vous avez des écrivains qui écrivent admirablement, et puis à la télévision, ils sont un peu hagards, ils sont maladroits. Et puis d'autres, inversement, qui écrivent des livres pas très bons, puis ils sont très brillants à la télévision, ils sont magnifiques.
Mais ça, c'est le rôle de l'animateur à ce Ouais. moment-là. L'animateur, c'est parfois de secourir ceux qui Ouais. sont en difficulté, C'est ceux ça. dont la parole est incertaine, et puis au contraire de calmer ceux qui veulent absolument envahir tout le terrain, tout le plateau. C'est ça le rôle de l'animateur. Ça, le rôle, c'est très important parce que normalement, on a l'idée qu'un journaliste doit, comment dire, intervenir sur l'autre, mais c'est plutôt celui qui aide. Celui qui aide, oui, à accoucher, À c'est accoucher, un c'est ça, un accoucheur. C'est un ça. accoucheur. C'est un beau Parfois, mot, oui. il y a des écrivains vraiment que j'aime beaucoup, mais qui avaient du mal à s'exprimer à la télévision. Eh bien, mon rôle, c'était de les accoucher, c'était de les mettre à l'aise. Et très souvent, d'ailleurs, ils me remerciaient en me disant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai oublié que j'étais à la télévision et je me suis mis à parler sans trop de crainte. Mais vous savez, c'est la grande injustice de la vie. Ça, il y a des gens qui parlent bien, d'autres qui écrivent bien. Il y a des gens qui sont à l'aise devant une caméra, d'autres pas. Bon. D'une certaine manière, ce que vous avez fait, c'est de rapporter la vitalité de la littérature à l'oral. C'était l'oral. C'est différent de faire du journalisme écrit que faire de l'oral, non? Ah, c'est complètement différent. Quelle est la différence la plus importante? Oh, bah, la différence, c'est que quand vous écrivez, vous vous retrouvez tout seul chez vous et vous écrivez votre article. Même si vous avez interviewé un écrivain, après, vous êtes le seul maître de ce que vous écrivez. Oui. Alors que quand vous êtes devant, en direct en plus, n'oubliez pas, d'un seul coup, vous êtes, c'est une commedia dell'arte. Mais c'est bien le direct, hein? Oui, ça donne de la... c'est magnifique le direct. Je n'ai aimé que le direct de la télévision. Tout d'un coup, vous prenez des risques. Vous êtes dans le risque. L'écrivain prend des risques, mais vous aussi. Le téléspectateur prend des risques aussi. Il ne sait pas ce qu'il va voir. Il ne sait pas où. Personne ne sait où l'émission va l'amener. Quelle est la dramaturgie. Alors parfois, moi, je la connaissais, comme je vous l'ai expliqué un peu avant. Et puis parfois, moi-même, j'étais embarqué dans un direct qui m'échappait, que j'essayais de retenir ou de maîtriser. Voilà. Par exemple, l'émission de Charles, fameuse, la légende de Charles Bukowski. Oui. Racontez un peu, un souvenir. Charles Qu'est-ce qui s'est passé Bukowski, avec lui? Qui est un bon écrivain. Un bon écrivain, très bon écrivain, américain. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, il a parlé de cette émission où il a voulu faire de la provocation. Donc, il a bu 2 bouteilles de vin blanc. Une fois que je l'ai eu interviewé, il y avait d'autres écrivains sur le plateau. Il y a des femmes, non? Oui, il y avait une femme, et donc il a bu 2 bouteilles de vin blanc au goulot. Et alors, évidemment, il s'est mis à ce moment-là à transpirer. Il a mis la main sur la cuisse d'une femme écrivain. Donc, ça faisait un scandale absolument épouvantable. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, ben, il disait, je sais pas, il éructait, il lançait des borborigmes, il empêchait les autres de parler. Donc, au bout d'un moment, lui-même a voulu quitter le plateau parce qu'il avait envie de pisser, il avait envie de partir parce qu'il n'en pouvait plus. Et donc, il est parti. Alors, à l'époque, ça a fait un petit scandale à la télévision française. Aujourd'hui, on en a vu d'autres depuis, mais dans sa correspondance, il dit qu'il était venu avec l'intention quand même de faire un scandale à la télévision française, et il ajoutait qu'il le regrettait un peu. Et Woody Allen? Ah ben Woody Allen, je l'ai reçu souvent. Je vous connais, il vous a dit, non? Oui, je connais. Oui, parce que la première fois que je l'ai reçu, j'avais fait une émission spéciale sur lui, c'était à Bouillon de Culture, et il m'a dit, mais je vous connais. Je lui dis non, c'est la première fois qu'on se voit. Il me dit, mais si, je vous connais. Et il se rappelle, il m'a dit, si, je vous reconnais, parce que je vous vois à New York. Sur le câble de la chaîne, sur une chaîne câblée, je vois votre émission de temps en temps, je vois des intellectuels, des écrivains américains. Et alors ça l'a rassuré, parce qu'il est très craintif, Woody Allen. Il ne sait pas trop, il est pusillanime. Mais il a une humeur exquise. Alors là, rassuré, après il a été formidable. Il a été, au contraire, un homme d'une grande urbanité et avec son humour habituel. L'humour est très important, la joie aussi, la joie de lire, la joie de parler autour des livres. Normalement, l'image d'un intellectuel, c'est l'image d'un sérieux, d'un homme qui rit peu, etc. Donc, ça doit être difficile peut-être avec certains intellectuels qui se prennent beaucoup au sérieux, non? Oui, alors il y avait effectivement des intellectuels. D'abord, dans une émission comme Apostrophe, on abordait souvent des sujets très graves. Mais oui. Alors, grave, ça ne veut pas dire qu'on est sinistre. Évidemment, j'ai fait des émissions sur des idéologies mortifères, comme le communisme, comme le nazisme, sur les camps de concentration. Donc, c'est des émissions, évidemment, qui étaient d'une grande gravité. Mais en règle générale, j'essayais de donner à mes émissions un tour plaisant. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on écrit des livres, c'est pas parce qu'on va lire des livres
que fatalement on est dans une sorte de gravité, de sérieux. Solennel, Je dis toujours, pour moi, c'était être sérieux, prendre le téléspectateur au sérieux, considérer les écrivains comme des gens sérieux, mais sans se prendre soi-même au sérieux. La légèreté, c'est Calvino qui a dit que c'est une grande valeur, la légèreté. La légèreté, l'humour, une sorte de finesse. Et au fond, la joie que j'ai toujours eue de lire, pourquoi n'aurait-elle pas été la joie de faire une émission sur les livres et la joie de questionner des auteurs? Et je crois que j'étais dans une sorte de cohérence avec moi-même, c'est-à-dire il y a du plaisir à lire, il y a du plaisir à interroger les écrivains, et demain, mesdames et messieurs, vous aurez du plaisir à lire leurs livres. C'est ça. Les livres, George Steiner, que vous avez interviewé, a écrit un très beau livre, un petit livre, Le silence des livres. Et là, George Steiner dit, nous avons tendance à oublier que les livres éminemment vulnérables peuvent être supprimés ou détruits. Ils ont leur histoire comme toutes les autres productions humaines, une histoire dans le début même, etc. Donc, je veux parler un peu de la qualité du livre. Nous sommes maintenant à l'ère Internet. De plus en moins, les gens lisent. Il y a un déclin, vous le savez. Quels livres qui n'ont pas les autres moyens, par exemple l'Internet, la télévision? Vous connaissez les livres, c'est un objet... Alors, vous voulez dire, est-ce que c'est un objet menacé? Ouais. Moi, je n'y crois pas. Non? Moi, je ne crois pas. Moi, enfin, je ne sais pas, dans un 2 siècles, je ne sais pas ce que sera l'humanité. À court terme, en tout cas à moyen terme, je ne crois pas que le livre soit menacé. Je ne vois pas les gens lire des romans sur leur portable, sur leur montre ou sur leur écran d'ordinateur. Je ne crois pas. Alors évidemment, on peut lire aujourd'hui des ouvrages techniques, des ouvrages... des rapports sur l'ordinateur, mais le plaisir de lire un roman, le plaisir de lire de la poésie, le plaisir de lire de la philosophie, c'est impossible. Vous pourriez expliquer peut-être qu'est-ce que c'est ce plaisir, pour quelqu'un qui n'a pas ce plaisir? Mais ce plaisir, c'est de la sensualité. Ah oui. Attendez, mais un livre, vous voyez bien que c'est l'ordinateur, vous êtes là, toc. Moi j'aime l'odeur. Voilà. Moi, je n'ai jamais laissé à personne le soin d'ouvrir mes paquets de livres. Jamais. Toujours moi qui ai ouvert les paquets de livres. Et c'est un plaisir, c'est d'ouvrir, et puis d'un seul coup de prendre dans ses mains le livre, de lire la 4e de couverture, de le casser, vous voyez comme ça, de le casser, et puis de regarder la dédicace, puis ensuite de se mettre à lire. Mais vous sentez bien qu'il y a entre la main, c'est de la sensualité, et que vous n'avez pas avec les autres moyens modernes de communication. Et de même que pour moi, il y a toujours la sensualité d'écrire, de prendre un stylo. Et puis d'écrire, vous voyez, ce contact, tout ça est charnel. Charnel, c'est physique, c'est pas virtuel, c'est physique. C'est plus que physique, c'est charnel. Charnel. Oui, de la sensualité. Vous avez là Mallarmé. Mallarmé a dit, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Oui, moi je pense que la chair est plutôt joyeuse quand on est jeune, et on ne lit jamais tous les livres. Comment est votre bibliothèque? Est-ce qu'on pourrait faire un petit voyage, si vous avez la gentillesse de nous ouvrir votre bibliothèque? Non, d'abord parce que j'ai 2 bibliothèques, une à la maison de campagne, une à Paris, et puis j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai perdu beaucoup de livres. Au fond, j'ai 2 bibliothèques. J'ai une bibliothèque personnelle avec les livres que j'aime, et puis une autre livre utilitaire avec les livres dont j'ai besoin pour mes activités de journaliste. Ce sont les dictionnaires, les livres sur les mots, les mémoires, les ouvrages techniques. Donc j'ai un peu deux. Mais c'est un peu mes 2 mois, MOI, mes 2 jeux. C'est-à-dire, il y a un jeu qui se retrouve dans des livres que j'ai aimés, et puis le jeu journaliste qui est celui qui a besoin de références. C'est possible de séparer ces 2 joies, ces 2 jeux? Oui, ils sont mêlés, mais on peut quand même les séparer. Parfois, il m'arrive de faire des articles qui sont purement techniques, et puis d'autres fois, au contraire, de faire des articles de jouissance sur Quels sont les auteurs ou la littérature que vous aimez le plus, j'ai changé là aussi, j'ai beaucoup changé. Pendant très longtemps, je n'avais d'amour que pour les romans et la poésie. Et puis après,
je n'aimais pas beaucoup les romans policiers ou la bande dessinée. Je n'aimais pas trop la science-fiction. Aujourd'hui, avec l'âge, j'aime toujours les romans. Je lis encore un peu de poésie, mais la poésie, je ne vais plus à la découverte de la poésie. Je comprends. Oui, mais j'aime bien les journaux intimes, les biographies, l'histoire, voilà. Par exemple, je n'aime plus du tout les romans historiques. J'en ai lu beaucoup. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est gros, c'est lourd, on perd son temps, et je préfère l'histoire. Je préfère l'histoire aujourd'hui. Du temps de l'apostrophe, je lisais et les romans historiques et l'histoire, mais j'étais boulimique, j'étais toujours en train de... sorte d'ogre, un d'ogre qui engurgitait tout comme ça. Bon, aujourd'hui quand même, avec l'âge, il faut que je fasse attention, je ne peux pas lire 12 heures par jour, donc je dois sélectionner davantage, et je préfère aller vers des choses authentiques, donc des journaux intimes. J'adore lire par exemple aujourd'hui le journal de Gide, j'aime beaucoup lire alors un écrivain que vous connaissez peut-être pas bien, mais par exemple les pamphlets de Paul-Louis Courrier, j'aime beaucoup lire les... Et puis, qui était Paul-Louis c'était un écrivain du XVIIIe siècle qui a été un officier sous Napoléon, mais qui était un grand traducteur du grec. Et qui a été tué d'ailleurs à la fin de sa vie par son garde-chasse, mais qui a écrit des pamphlets extraordinaires, d'une qualité d'écriture inouïe. Et quand je veux me faire plaisir, je prends un pamphlet de Paul-Louis Courrier ou je prends une lettre de Voltaire, et comme ça, 5 minutes. Vous aimez les pamphlets, hein? Oui, j'aime beaucoup les pamphlets. Il y a une tradition littéraire en France du pamphlet. Il y a des très bons pamphlets. Parlons de ce genre littéraire qui est... Vous savez, d'une certaine manière, ça commence avec Rabelais. Rabelais est un grand pamphlétaire. C'est pas seulement un immense romancier, mais c'est aussi un pamphlétaire. La Fontaine et Molière sont des pamphlétaires. En manière, quand vous prenez les pièces de Molière ou les fables de La Fontaine, elles ne sont pas très agréables pour les puissants du moment. Non, elles sont même contre la religion, contre l'État, contre la cour. Même Victor Hugo a écrit un pamphlet contre Napoléon Petit, non? Oui, mais il y a une tradition. Voltaire a écrit des pamphlets, et ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup... Cette tradition du pamphlet m'a toujours passionné. On n'en finirait pas d'énumérer tous les écrivains qui... Et un pamphlet contemporain, par exemple? Un pamphlet... Par exemple, il y a eu les pamphlets de Jean-François Revel, qui est mort récemment. Ah, Revel, oui. Le style de général, et beaucoup d'autres pamphlets contre Descartes, contre le communisme, contre les intellectuels. Donc il y a eu beaucoup... Il y a cette tradition du pamphlet que j'aime beaucoup. Peut-être est-elle moins vigoureuse aujourd'hui, peut-être sommes-nous dans une période de consensus, mais je pense que ça fait partie du génie français, le pamphlet. Blaise Cendrars, c'est un poète... c'est un très grand poète, oui, bien sûr. Qui a dit que écrire, c'est abdiquer de la vie. Est-ce qu'on pourrait dire que lire, c'est abdiquer de la vie? C'est appliquer comment? Non, écrire, c'est abdiquer de la vie. Ah, c'est abdiquer. Et lire, c'est abdiquer de la vie? Non. Non, alors je ne suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Non, absolument pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lire, il y a un temps pour faire du sport, il y a un temps pour faire l'amour, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour voyager, il y a un temps pour faire le con, il y a un temps pour... non, il y a un temps pour tout. Mais non, lire, c'est au contraire. Si vous êtes un peu... vous avez du vague à l'âme, d'un seul coup vous prenez un livre qui va au contraire vous sortir de votre torpeur, qui va sortir de votre romantisme, de votre spleen, et au contraire, non, je trouve qu'au contraire la lecture est une autre chance de vivre, mais de vivre différemment. Même aller au cinéma ou aller au théâtre, c'est une autre manière de vivre. Alors c'est pas vivre soi-même, c'est vivre avec d'autres, c'est vivre à travers la parole d'un auteur, mais c'est quand même vivre. Et d'une manière... enfin, parfois on lit un livre avec une passion extraordinaire, et quand on sort du livre, qu'on le referme, on est exalté, on est bien. Est-ce que c'est pas... On est plus vivant peut-être. Mais on est encore peut-être plus vivant, bien entendu. Ah oui, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un auteur français, j'ai rencontré ça à la librairie, M. Pierre Bayard, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de parler? Il dit même ici l'étude des différentes manières de ne pas lire un livre, des situations délicates où l'on s'en retrouve quand il faut en parler et des moyens à mettre en œuvre pour se sortir
d'affaires monstres, etc. Non, c'est un livre plein d'humour sur un sujet très sérieux. C'est-à-dire que comment parler des livres que l'on n'a pas lus, donc normalement... C'est un scandale pour les intellectuels. Donc je devrais vous répondre, je ne l'ai pas lu, donc je vais vous en parler. Voilà. Mais en vérité, je l'ai lu, je l'ai lu, et je devrais vous dire, eh bien, en plus que je l'ai lu, je ne veux pas vous en parler. Ah oui, c'est bien. Et pourquoi? Non, en vérité, c'est assez amusant. Et c'est vrai que parfois... On parle un peu légèrement d'écrivains qu'on a à peine abordés, et ce sont des recettes un peu snob, un peu faciles, pour dire oui, Proust, je lis tous les jours Proust. C'est comme on disait Heidegger, mais seulement la phrase. Et Ulysse de Joyce, bien entendu, bien entendu. Alors vous pouvez effectivement parler de livres simplement à travers ce qu'on vous en a dit, et ce que vous a... Mais je pense qu'il a beaucoup plus d'humour, et qu'il y a plus d'humour qu'il n'y a de vérité. C'est une blague, une petite blague. Mais une blague sérieuse. Oui. C'est une blague sérieuse. C'est une vraie blague, mais c'est une blague sérieuse. Oui. C'est ça l'intéressant. Est-ce qu'il y a du snobisme? Il y en a dans les milieux intellectuels beaucoup. L'ego, l'égocentrisme. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez interviewé beaucoup d'écrivains. Quel est votre bilan du point de vue humain des écrivains? Vous connaissez bien? Il est rare de trouver un écrivain sans ego. Ah oui. Il y en a qui ont un ego énorme. Bon, mais il faut faire avec. Mais c'est quand même tous les créateurs, c'est pas seulement les écrivains, les cinéastes. Écoutez, moi j'ai trouvé qu'il y a des égos chez les cinéastes, peut-être encore plus importants que chez les écrivains. Moi je trouve que les écrivains sont quand même plus faciles d'accès, par exemple. Ils sont plus, on peut leur parler plus facilement que les comédiens, que les... Et pourquoi ça? Parce que les écrivains sont quand même des artisans. Ils sont des artisans. Ils sont seuls avec leur copie, avec leur ordinateur, et puis c'est tout, et leur stylo. Alors, est-ce que les cinéastes, les comédiens, il y a toujours beaucoup de monde autour d'eux. C'est une industrie, le cinéma, les architectes, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de... un écrivain, il est quand même seul avec lui-même. Donc je pense que même s'il a une bonne opinion de lui, une haute opinion de lui, il reste quand même accessible. Et j'ai toujours préféré travailler, être le journaliste du côté de la littérature plutôt que du côté du cinéma, du théâtre ou de... Et du football? Vous aimez beaucoup de football? Oui, bon, ça, journaliste de football, mais ça, c'est une passion que j'ai en plus, mais je sais que les Chiliens adorent le football, mais ça, c'était un plaisir. Parce que j'ai beaucoup joué au football quand j'étais jeune, et ce football et ce plaisir m'est resté. Mais figurez-vous que du temps où je faisais l'apostrophe, il y avait des intellectuels français qui trouvaient complètement anormal que je puisse à la fois aimer le football et aimer la littérature. C'est un fondamentalisme, ça. Ben oui, c'était des fondamentalistes. Ils disaient, mais c'est incroyable, comment peut-on aimer lire et aimer le football? C'est absurde parce qu'au temps des Grecs, il y avait un poète Pindare qui chantait Oui, mais ça c'est... Les gens de sport. Oui, mais ça c'est le sport en général. Les mêmes intellectuels, vous parlez très bien du rugby, du tennis, du golf, c'est vrai. C'est le football. C'était le football, parce que le football est un sport On a démonisé le populaire. C'est un peu populaire, les règles sont faciles, c'est un sport universel, donc trop facile, bruyant. Donc beaucoup d'intellectuels détestaient le football avant la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Depuis, ils ont changé. Depuis, ça a changé. Depuis, le football est devenu, en dépit de ses excès, en dépit... Mais le football a sa propre poésie, enfin. Bien sûr. Il y a d'ailleurs des gens, des écrivains qui ont admiré. Nabokov, Camus, Monterland ont joué au football quand ils étaient jeunes, et ils en ont très bien parlé. Mais il y avait chez certains intellectuels, pas tous heureusement, mais certains intellectuels, il y avait cette défiance vis-à-vis de ce sport trop populaire, un peu trop vulgaire. Voilà. Alors on se disait, mais comment Pivot? Alors évidemment, il va interviewer Yourcenar, Jouando, et puis il aime le football, mais ça va pas, c'est impossible. Vous avez, je pense que c'était très important, le sens du spectacle pour faire une émission, même culturelle. C'est le spectacle. Oui. Oui, mais ça, je vous ai un peu dit, je veux dire qu'on ne peut pas faire une émission si on n'a pas le sens de la résonance dans le public, de la parole. Donc il faut toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que le public attend de l'émission, qu'est-ce que le public attend de moi, qu'est-ce que le public attend surtout des écrivains que je vais avoir le plaisir d'interviewer. L'hypocrite téléspectateur, le semblable, le fait, c'est toujours important, n'est-ce pas? Oui, mais
je dirais, hypocrite téléspectateur, mon semblable, mon frère, mais aussi mon obligé aussi. Bon, le téléspectateur, il ne faut pas que je fasse perdre du temps. Oui. Il faut que, s'il va prendre 1 heure de sa vie à regarder une émission, Ouais, il faut qu'il en soit récompensé d'une certaine manière. On est un serviteur quand on est Mais journaliste ou spectateur, bien n'est-ce sûr, pas? on est un serviteur, on est téléspectateur, serviteur, comme on disait autrefois en France sous la monarchie, Oui. on disait serviteur. Ah, serviteur. Même Shakespeare avait le sens du spectacle, il Oui. avait ses œuvres pour le public. Bien sûr. Et c'est la... Bien sûr, mais il faut, si on n'a pas le sens du spectacle, mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le spectacle. C'est ça. Il ne faut pas non plus dire, je vais faire que du spectacle. C'est ce que, malheureusement, les émissions dites culturelles aujourd'hui font, au détriment de... Mais c'est ça. Au détriment, c'est-à-dire qu'on organise des batailles, on organise des conflits de personnes. On perd... Mais on ne sait pas, on ne sait rien du style de l'écrivain, ça. on ne sait rien de ce qu'il écrit. C'est le show qu'on dit. Oui, c'est un peu voilà. On fait un show. On fait un show au détriment de l'esprit du livre, de l'esprit, de la lettre, du verbe. Du verbe, voilà. Alors c'est un peu dommage. Si une émission littéraire est faite simplement de gens qui s'envoient à la figure des reproches, des anathèmes, je trouve qu'à ce moment-là, on ne sert pas la littérature, on ne sert pas le livre et on ne sert pas l'écrivain. On va faire un petit... à la recherche de l'apostrophe perdue, on va faire maintenant. Quel a été votre entretien le plus émouvant? Je parle d'émotion, pas seulement de... D'émotion. Pour vous. Alors émotion, les plus émouvants, c'est l'entretien que j'ai eu avec un écrivain qui ne doit pas être traduit en espagnol, mais que vous connaissez, qui s'appelle Marcel Jouandeau. Oh, j'adore. Ouais. Ma mère adore Jouandeau. Ah bon C'est un grand écrivain. Monsieur Godon Godon intime. Voilà, vous la féliciterez de ma part. Ah, mais elle adore. Elle oui. va être émue quand elle regardera cette interview. Parce que... Ça, c'était... J'ai fait cette interview 1 an avant sa mort. Parlez-moi de Jouandeau, s'il vous plaît. Jouandeau était un écrivain français très raffiné, homosexuel, catholique en même temps. Oui, catholique, homosexuel et marié. Donc c'était un peu compliqué. Il parlait toujours mal de sa femme, non? Oui, toujours. Il y avait des engueulades inouïes avec sa femme. C'était une légende, mais en même temps, ils en jouaient tous les deux. Mais surtout, il avait un style. C'est probablement l'un des plus grands stylistes français du XXe siècle. Un style d'une perfection inouïe. Alors, il ne parlait que de lui-même, il ne savait parler que de lui. Donc, il a parlé de sa jeunesse, mais ensuite de ses tourments, comme il était chrétien, chrétien et homosexuel. Il était déchiré. Voilà, donc il ne savait parler que de ça. Il tenait un journal qui fait, je ne sais pas combien, 20 ou 30 tomes, mais il s'adressait quand même à une élite de lecteurs. Ça n'a jamais été un écrivain très populaire, bien entendu. Et j'ai eu le plaisir de faire cette émission avec lui 1 an avant sa mort. Et c'était très émouvant parce qu'il était aux 3/4 aveugle. Il était, et donc il sentait que la fin était proche et il s'adressait à Dieu. Et à la fin d'ailleurs de l'émission, il fait une prière à Dieu, la prière qu'il dira le jour de sa mort. Et c'était très impressionnant. Donc si vous voulez, c'est une émission très émouvante. Et l'interview à François Mitterrand quand il était déjà malade, avant de... Alors ça, c'était pas du tout... ça, c'était à Bouillon de Culture. C'était une émission spéciale sur les grands travaux qu'il avait fait pendant ces 14 années. Comment s'est passée cette interview? C'est une émission alors, qui a été... Elle n'était pas émouvante dans le contenu. Elle était émouvante avant et après. C'est-à-dire que c'est la dernière grande émission avec François Mitterrand. Et je ne sais pas pourquoi il m'avait choisi. Je n'étais pas du tout un ami de François Mitterrand. Et puis, il est venu, il avait eu une attaque de son cancer le matin même, donc il était très éprouvé. Le médecin m'avait dit qu'il ne tiendra pas plus de 10 minutes ou un quart d'heure, et l'émission devait durer 1 heure, 1 heure et quart. On lui a fait des piqûres avant. Et puis, comme toujours chez Mitterrand, le plaisir de parler rechargeait son énergie. Comme une batterie, vous voyez. Vous faites tourner le moteur et à ce moment-là, ça recharge la batterie. C'était un peu ça. Plus il parlait, plus il rechargeait sa... Mitterrand est un mythe. C'est comme Napoléon, mais regardons les proportions. C'est un grand mythe du XXe siècle français, comme De Gaulle, etc. C'est difficile de franchir un mythe, de toucher un homme. Vous l'avez connu un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire du Mitterrand plus intime Mais je ne le connaissais pas dans son intimité. Moi, j'ai toujours connu à la télévision. Non, je n'ai jamais connu dans son intimité. C'était un grand lecteur. Alors, c'était un homme qui adorait la littérature, qui connaissait beaucoup d'écrivains, qui savait admirablement parler des écrivains. J'ai fait 2 émissions avec lui, alors, sur la littérature, sur les écrivains qu'il aimait, et avec d'autres écrivains.
Donc ça, alors il était dans une grande tradition française, c'est-à-dire l'homme politique qui écrit et qui aime lire. C'est-à-dire que ça remonte, on peut dire, à Louis XIV, qui était le protecteur des écrivains, mais aussi à Napoléon qui écrivait, mais aussi surtout à Charles de Gaulle, qui a laissé des mémoires d'une très grande qualité stylistique. Mais vous aviez aussi Georges Pompidou, ancien président de la poésie, qui a fait une anthologie de la poésie. Et Mitterrand était dans cette tradition, c'est-à-dire de l'homme politique fin lettré, et qui adore écrire, qui a un style et qui sait lire, et qui adore parler des écrivains. Malheureusement, ça va se perdre aujourd'hui, et cette tradition de l'homme politique fin lettré était une spécificité française, que beaucoup de pays nous enviaient. Voilà. Oui, absolument. Et Solzhenitsyn? Alors, j'ai eu le plaisir de faire 4 émissions avec Solzhenitsyn. 4? Oui, quel luxe! Oui, j'ai fait 4 émissions, et je peux dire que j'ai accompagné Solzhenitsyn durant toute sa vie, c'est-à-dire quand il a été banni de l'URSS, il s'est arrêté, c'était l'une de mes premières émissions, il s'est arrêté sur mon plateau. Ensuite, j'ai eu le privilège d'aller l'interviewer aux États-Unis, dans sa maison retirée dans les bois. Ensuite, quand il est retourné en Russie, il s'est arrêté de nouveau à Paris et il m'a accordé une 3e entretien. Et enfin, quand il a été installé à Moscou, je suis allé l'interviewer encore une 4e fois à Moscou, dans sa datcha, dans sa maison, dans les environs de Moscou. Quel souvenir vous gardez de Solzhenitsyn? Que pouvez-vous en dire? Écoutez, là, j'ai eu un grand moment émouvant. Oui. C'est quand je suis allé à l'interview aux États-Unis. À la fin de l'interview, je lui ai dit, est-ce que vous avez l'espoir un jour de regagner la Russie? Et évidemment, à ce moment-là, on ne savait pas que le mur de Berlin allait s'écrouler. Et il m'a dit, j'ai la conviction intime qu'un jour je retournerai dans mon pays. J'ai la conviction. Et évidemment, mais lui, c'est un prophète. Oui, bien sûr, mais c'était impossible à croire. Rappelez-vous, à l'époque, l'URSS était un pays très fort. On se disait, il prend ses désirs, ses convictions intimes pour des réalités. Mais c'est pas vrai, il aura tort. Et c'est lui qui a eu raison. C'est lui qui a eu raison. Et c'est extraordinaire. Et il est maintenant aussi, oui. Et donc, après, évidemment, j'ai repassé devant lui cet épisode. Mais lui n'a jamais douté. Il a toujours été persuadé qu'il rentrerait dans son pays et qu'il serait enterré dans son pays. Et effectivement, l'histoire lui a donné raison. Alors, Solzhenitsyn est un homme exceptionnel. Parce que, et je dois dire, j'étais, comme on dit en français, dans mes petits souliers quand je l'ai interviewé. Oui, ça veut dire que j'étais à la fois ému, mais très impressionné. Parce que pour moi, il est le rescapé de 3 grands fléaux du XXe siècle. Il est le rescapé de la guerre, il a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu un cancer, rescapé du cancer, et enfin rescapé du goulag. Vous imaginez cet homme, aujourd'hui, qui est proche de ses 90 ans, il a échappé aux 3 grands fléaux du XXe siècle. Donc c'est un homme c'est pas seulement un grand écrivain, parce qu'il a écrit, on a oublié de dire aujourd'hui qu'il a écrit des livres qui sont d'une qualité exceptionnelle. Premier cercle, une journée de... C'est le Dostoïevski du XXe siècle, oui, on bien pourrait sûr. dire, le Tolstoï. Oui. Et donc, avoir eu le plaisir de faire 4 entretiens avec lui, ce qui est unique, évidemment. Je suis le seul journaliste. Mais vous avez fait des interviews à Marguerite Yourcenar, Marguerite Ça, c'est plus facile d'accès. Mais pour nous, c'est un mythe. Ce sont des mythes bien sûr. littéraires. Solzhenitsyn, c'était plus facile d'approcher Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Georges Simenon ou Marcel Jouandeau. Georges Simenon. Ma mère aimait Jouandeau, mon père, qui est mort, il lisait toujours Simenon. J'avais dans ma maison les livres de Simenon. Simenon, j'ai ici le DVD, il disait « J'aime mieux être critiqué, même être détesté pour ce que je suis vraiment, que d'être aimé ou admiré pour ce que je ne suis pas. » Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Simenon? Alors, appliquée à vous-même. Oui, alors Simenon, vous m'avez interrogé sur savoir quelle est l'émission la plus émouvante. J'ai répondu Jouandeau, mais j'aurais pu vous répondre Simenon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'au beau milieu de l'interview, il a publié un livre alors qu'il avait dit juré qu'il n'écrirait plus parce que sa fille... Marie-Jo s'était suicidée un an auparavant. Et à un moment, je ne m'y attendais pas, il a appuyé sur magnétophone et d'un seul coup, on a entendu la voix de sa fille. C'était terrible. C'était terrible. D'un seul coup, d'entendre sa fille, et, sachant qu'il avait fait ce livre pour, au fond... Mais il vous a ouvert l'intimité. Oui, bien sûr, et d'un seul coup, me faire entendre la voix de sa fille. Donc il avait le visage ravagé par l'émotion, et moi-même je ne savais pas quelle contenance prendre.
C'était extrêmement émouvant. Et ça, Simenon a toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'est un homme, il s'est toujours, et s'est toujours moqué du qu'en dira-t-on. Ça, il s'en fichait. Ce que les gens pouvaient penser de lui, il écrivait, il menait la vie qu'il voulait mener. Parfois, ça a été une vie un peu compliquée avec les femmes. Enfin, ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais il a toujours été ainsi. Il a toujours dit, moi j'ai une vérité, je dis ma vérité. Peut-être qu'il ne la disait pas totalement, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est pas un homme avec ce qu'on appelle en français la langue de bois. C'était pas du tout un homme. Il avait une liberté intérieure. Il avait une liberté intérieure, mais il avait surtout une liberté d'expression qu'on trouve dans ses livres et qu'on trouve aussi dans ses mémoires. C'est un grand écrivain. Oui, bien sûr. Pour moi, je l'ai toujours considéré comme un très grand écrivain. Et là aussi, il y en a eu, beaucoup d'intellectuels étaient vis-à-vis de Georges Simenon comme du football. C'est-à-dire trop populaire, trop best-seller. Donc, ces intellectuels-là, les années 70-80, il y a eu une mode d'intellectuels théoriques qui parle avec des mots qu'on ne comprend pas. C'est une peste, c'est vraiment la peste intellectuelle qui a ravagé... oui, les années 50 avec le nouveau roman, qui a eu beaucoup de... L'instrumentalisme, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous savez, ce sont des modes. N'oubliez pas que le français, l'écrivain français, c'est souvent plus un intellectuel qu'un écrivain au sens traditionnel du terme. Là aussi, il faudrait remonter aux philosophes du XVIIIe siècle, à ceux dont les écrits ont un peu déclenché la Révolution. Il faut remonter à... il y a un grand siècle français du roman, c'est le XIXe siècle, mais le XXe siècle est plus... hormis Proust, c'est plus un siècle d'intellectuels, avec Sartre, avec Camus, avec Gide, avec... Qu'est-ce que vous préférez, des écrivains ou des intellectuels? Mais moi, j'aime l'écrivain intellectuel. Ah, d'accord. J'aime beaucoup Malraux. J'aime beaucoup Malraux parce qu'à la fois c'est un écrivain, c'est un grand romancier, mais c'est un intellectuel engagé. Et un homme d'action en plus. Et un homme d'action. J'aime beaucoup Gide parce que c'est un intellectuel engagé qui ose dire, qui ose dénoncer le capitalisme, qui ose dénoncer le communisme, alors que évidemment il fallait se taire à l'époque. Et donc j'aime beaucoup ce genre d'écrivain. Et Camus? Et Camus aussi. Et donc j'aime beaucoup et j'aime beaucoup un homme aussi comme Jorge Samprún, qui est un écrivain espagnol qui écrit en français, qui a été un écrivain engagé, qui a écrit des romans que je trouve formidables, nourri par son expérience d'intellectuel, mais au fond qui est très français, parce qu'il est à la fois lui aussi un écrivain et un intellectuel. Et j'aime beaucoup. Et malheureusement alors, à l'époque à laquelle vous faites allusion, on peut dire que le pouvoir avait été pris par des intellectuels, et au détriment des purs écrivains. Et ces intellectuels... Ils avaient le pouvoir. Ces intellectuels, pour aller vite, parce que là j'exagère un peu, rejetaient les écrivains. Il fallait être extrêmement intelligent. Il n'y en avait que pour des idéologies, pour des manières de penser, des manières d'écrire, et tout ça sclérosait un peu la vraie littérature. Mais enfin, cette époque est révolue, et aujourd'hui, moi ce que je préfère aujourd'hui, la littérature comme la mode. La mode, autrefois, il n'y avait qu'une mode, les femmes s'habillaient d'une certaine manière, puis aujourd'hui, il y a 5 modes, 10 modes, 20 modes, on peut s'habiller comme on veut. Et aujourd'hui, dans la littérature, c'est la même chose. On peut écrire comme l'on veut. On peut écrire classique, on peut écrire très moderne, on peut écrire à la manière de Céline ou de Proust, ou bien on peut inventer un nouveau langage. Vive la liberté. Quels sont les écrivains que vous auriez voulu interviewer, qui étaient vivants, mais qu'on ne pouvait pas interviewer? Il y a des intellectuels non médiatiques, qui ne vont pas à la télévision. Oui, alors... René Char? Oui, bien sûr. J'ai failli interviewer René Char. Il s'est décommandé 15 Quel dommage. Quel dommage. Il n'y a rien sur René Char. On n'a rien. C'est un poète fabuleux. C'est un géant. Alors Beckett, j'aurais voulu interviewer Beckett, mais il n'aurait rien dit. Il n'aurait pas desserré le... non, ce sont des écrivains dont l'œuvre a précédé la télévision. On peut dire que René Char était connu avant la télévision, était célèbre avant la télévision. Beckett aussi. Il y en a d'autres. Sioran aussi. Sioran aussi. C'est impossible d'interviewer? Non, il voulait pas. Mais au fond, ceux que je regrette, ce sont quand même ceux qui sont... ce que je regrette, c'est de ne pas avoir interviewé Voltaire. Voilà, je regrette. Voilà. Un autre. Et Montaigne. Et Montaigne, vous imaginez Montaigne. Oh, Montaigne. Et puis, quel regret de ne pas avoir interviewé Paul-Louis Courrier, que j'évoquais tout à l'heure. Mais Victor Hugo, attendez,
une interview. Qu'est-ce que vous lui en auriez direct demandé à Victor Hugo? Qu'est-ce que vous lui auriez demandé? La première question, Ah Victor ben non, Hugo. mais je serais allé à l'exil, à Guernesey, Ah, j'aurais allé oui. le voir, j'aurais dit, alors oui. maintenant, alors expliquez-moi. Alors ce Napoléon, vous l'aimez pas du tout, hein, alors, allez racontez-moi. Oui, c'est ça, vous Ça aurait été remarquez le- terrible. Mais enfin, je pense que l'émission ne serait pas passée. Hein. mais La vous imaginez, Oui. ça aurait été formidable. Oh, et Ah. Rimbaud? Et Rimbaud, mais est-ce qu'il aurait beaucoup parlé, Rimbaud? Je ne sais pas, j'en sais. Les Il était poètes, un peu maladroit. c'est un toujours peu- compliqué, oui. c'est toujours compliqué. Non, non, pour moi, là, c'est mais Les hommes passionnés attendez, qui- et qui- Balzac. Ah. Attendez, Balzac. Quelle question pour Balzac? Oh, ben, je sais pas, je sais pas, c'est pas une question, ce sont des milliers de questions. Très franchement, par exemple, moi, je comprends pas Balzac. Je comprends pas comment cet homme qui est mort à 50 ans, comment il a pu écrire autant de livres. C'est un miracle. qu'est-ce que C'est un ça? miracle. Donc je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi votre vie. Je lui ai dit, attendez, alors, vous vous couchez à quelle heure? Comment vous faites? Attendez, expliquez-moi. Balzac, quelle heure vous prenez le petit déjeuner? Une journée de Balzac. J'aurais essayé de comprendre. Ça a été raconté par les biographes, mais quand même, il y a un mystère. Comment a-t-il fait autant? C'était un mondain, c'était un grand voyageur, il écrivait du théâtre, il écrivait des romans, il s'est ruiné dans des aventures industrielles invraisemblables. Il y a des personnages merveilleux. Vautrin, par exemple. Bah oui, mais Ah, comment oui. il a inventé Vautrin? Comment? Bah écoutez, comment? dis- Mais c'est pas une heure d'émission, c'est Mais des heures. comment expliquez-vous ça? Vous connaissez les écrivains. C'est quoi? C'est un don? C'est le génie? C'est Ah quoi? bah c'est le génie, oui. Bah, oui, Flaubert, c'est le génie. Zola, c'est le génie. Victor Hugo, c'est du génie. Bah oui, oui. Proust, c'est du génie. Ça, on est dans les écrivains immenses. Ça, c'est pas... Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Il y a un comparable... Hugo, un Balzac, un ça? Non, non. Et non. pourquoi? Mais je ne sais pas, ou peut-être que je ne sais pas les voir. Ah, c'est Alors ça. peut-être que je ne sais pas les voir. Non, il y a de très bons écrivains en France, comme Le Clésio, comme Julien Gracq. Michel Tournier, Julien Gracq, qui sont des très bons écrivains, mais de la dimension de ces écrivains-là, Rousseau. Rousseau, ça aurait été quand même formidable d'avoir Rousseau à la télévision. Regardez, Rousseau. Alors que vous faites des traités d'éducation et vous abandonnez tous vos enfants, attendez, expliquez-moi. Voilà, donc ça aurait été formidable. Non, on peut regretter que la télévision n'ait pas été inventée avant quand même, parce que on aurait des documents inouïs. Ouais. Et au fond, les gens s'expliquaient avant, ils aimaient s'expliquer. Regardez les préfaces des pièces de Corneille, Ouais, c'est ça. de Racine et de Molière. Il y a toujours un avant-propos où l'écrivain explique pourquoi il a pris ce thème, pourquoi il a pris cette légende. Et il était journaliste beaucoup de temps. Par exemple, Baudelaire écrivait dans un journal. Oui, mais Gérard oui. de Nerval était journaliste. Oui, mais Le je- journalisme et la littérature étaient plus... Plus lié, oui. Plus lié, oui, non oui, mais Zola, attendez, Zola, j'accuse, c'est du journalisme, c'est du J'accuse. très grand journalisme. Ah ouais. Donc, ah non, ça je regrette beaucoup, mais bon, ça ce sont des constructions de l'esprit, mais parfois j'ai rêvé. Je me rappelle une fois, je me suis réveillé, j'interviewais Voltaire. Ah, c'est vrai? Oui, ça m'a réveillé. Vous admirez votre Voltaire? Oui, beaucoup. Pourquoi? Oui. Ben, Qu'est-ce que vous admirez? pamphlétaire aussi. Pamphlétaire, Oui, parce que lui aussi, et puis son style merveilleux. Attendez, les œuvres, la correspondance de Voltaire, c'est les lettres qu'il a écrites, c'est 13 volumes de la Pléiade. C'est extraordinaire. Mais c'est inouï. On se dit, mais où il a trouvé le temps d'écrire C'est tout le ça? français le plus profondément français, Voltaire, qui représente l'esprit le... Ben, c'est une manière. Molière, c'est autre chose. Ah, mais oui. Non, Oui, Molière, oui. c'est autre chose. Victor Hugo, c'est autre Oui. chose. Proust, c'est quand même extraordinaire. Ah, mais- Céline, c'est inouï. On n'a pas. Céline, J'ai c'est pas prononcé magnifique. le nom de Céline. Donc, ce sont des facettes différentes du génie de la littérature française. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à répondre, mais vous connaissez mieux. Qu'est-ce que c'est la France, l'esprit français le plus profond? C'est quoi? C'est méditerranéen, c'est un peu celtique, un peu quoi? Quel est le mélange français, l'alchimie française? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que le génie français, il est précisément fait à la fois de l'influence méditerranéenne. Ne jamais oublier que la France est un pays méditerranéen, comme l'Italie, comme l'Espagne. Donc il y a un côté commedia dell'arte, c'est-à-dire vraiment... Et puis, la France est aussi quand même... Elle est influencée par le Nord, par les pays flamands, par l'Allemagne, par la Suisse, qui sont des pays protestants. Donc, la France est un mélange de ces deux influences. Et d'ailleurs, on le retrouve quand on me dit mais pourquoi vos émissions ont réussi? Pourquoi Apostrophe ça marchait si bien? Je leur disais parce que les Français, les écrivains français, sont à la fois des Méditerranéens et des Anglo-Saxons. C'est-à-dire qu'ils ont ils ne sont pas aussi bavards aussi comme que les Italiens, et en même temps, ils ne sont pas aussi sérieux et graves Ah, que ouais. les Anglo-Saxons. Ouais.
Il y a ce mélange. Il y a L'alchimie. une sorte d'alchimie entre le sérieux des uns et la pétulance des autres. Eh bien, on retrouve ça dans la littérature. Ah, Je trouve qu'il y a à la fois le sérieux, un homme comme Flaubert, il est effectivement plus près des anglo-saxons, mais j'adore un homme de génie de Pagnol, par exemple, de Marcel Pagnol, qui est totalement méditerranéen. C'est cette alchimie. Monsieur Pivot, vous avez fait une interview à un écrivain que j'admire beaucoup, c'est Julien Green. J'aurais aimé, moi, faire l'interview à Julien Green. Je suis même venu à Paris il y a 10 ans ou 11 ans, juste quand Julien Green mourait. C'était le premier de ma liste. Ah. Et il est mort juste avant. Dommage. Mais vous étiez allé, j'ai vu votre entretien, c'est un entretien merveilleux. Oui. Et vous lui avez fait cette question. Si on peut écouter l'entretien de Est-ce Julien. que vous pensez que Dieu est sensible au style des écrivains? Dieu est sensible à toute beauté, parce que Dieu est l'auteur de toute beauté. Et il est certainement. Oh oui, mais je le crois, je le crois. Je crois que ce que Dieu veut, c'est la beauté, que l'œuvre soit belle. Quand vous paraîtrez devant Dieu, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire? Oui. Qu'il dise simplement, que j'entende simplement ceci. Je suis le grand pardonneur. Et vous, monsieur Pivot, si vous êtes devant Dieu, qu'est-ce que vous vouliez entendre lui dire, ou lui dire? Je crois que... Alors, c'est extraordinaire. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez vu, quand il baisse les yeux, la paupière... C'est un des moments les plus merveilleux de la télévision que j'ai jamais vu. Ce recueil, et ça, je me rappelle, j'étais figé, moi, le grand pardonneur, parce que c'est un chrétien, ne voyez pas. Oui, catholique profond. Donc Dieu, il sait qu'un jour il paraîtra devant Dieu, il n'en doute pas un seul instant, mais il a beaucoup à se faire pardonner, et donc c'est merveilleux. Je vous remercie d'avoir... Toujours aussi à vous. Hein, non, je vous remercie d'avoir choisi. C'est vous qui avez fait un travail merveilleux. Alors moi, je ne vais pas faire une réponse aussi grave. Non, mais la réponse pivot, la réponse profonde de Pivot. Alors, si Dieu existe et qu'il me... Qu'est-ce que j'aimerais l'entendre qu'il me dise? J'aimerais qu'il me dise, mon cher Pivot, expliquez-moi donc la règle des participes passés des verbes pronominaux à laquelle, moi, Dieu, je n'ai jamais rien compris. Expliquez-moi ça un petit peu. Et ce serait l'opportunité de faire une interview à Dieu. Et quelle serait la question que vous feriez à Dieu? Vous avez la possibilité de la première question? Oui. Expliquez-moi pourquoi je crois en vous. Oh, c'est bien. Monsieur Pivot, je vous remercie vraiment de cette conversation, cette émission. Nous vous remercions, votre travail, votre art, votre don, la merveille d'avoir ouvert cet espace au Chili. On vous connaît, même si on n'a pas vu votre émission. Vous êtes une légende vivante. Et je vous ai apporté un petit cadeau. Je sais que vous avez écrit un beau livre sur le vin, Dictionnaire amoureux du vin. Je vous ai apporté un Carmenère, parce que le Carmenère est un peu disparu, mais au Chili, il y a du Carmenère. Ah non, mais j'apprécie beaucoup le vin chilien. Vraiment, le Chili a fait des progrès dans l'art de faire du vin extraordinaire. Vous savez, le Carmenère, c'est une excellente métaphore pour moi, parce que c'est une cèpe française qui a réussi dans le sol chilien, dans le terroir chilien, de devenir un bon vin. Et la culture française, c'est notre cèpe. Votre travail aussi du point de vue journaliste. Merci beaucoup. Eh bien, je le boirai à votre santé, à la santé des écrivains chiliens que j'ai eu le plaisir de recevoir, et puis et au peuple chilien. Merci beaucoup, Monsieur Pivot. Merci. À toujours.